Bonjour, je m'appelle Aimé Bill, j'ai 71 ans. J'ai quitté la Belgique et je vis actuellement dans un beau pays qui est la France. Et donc, je viens de sortir un livre qui s'appelle Dutroux, l'enquête assassinée, qui est sorti au début du mois d'avril. Alors, bonjour Monsieur Bill. Moi, en fait, ce que j'aurais beaucoup aimé, c'est, comme je vous disais, en fait, que vous résumiez avec vos mots, en quelques mots, l'affaire du trou, en fait, tout ce qu'il s'est passé autour de ce dossier, s'il vous plaît. Oui, donc l'affaire Dutroux débute en juin 95 avec l'enlèvement de Julie et Mélissa, deux petites filles à Grasse-Sologne de 8 et 9 ans. Et puis s'ensuit encore l'enlèvement donc de deux autres jeunes filles, Anne et Effieux, à la côte belge, au mois d'août 95. Puis il y a la petite Sabine Dardenne au mois de mai. Et au mois d'août 96, c'est Laetitia Delay qui est enlevée. Et là, bon, grâce à un témoin qui a pu noter des éléments de plaque, et bon, la réaction de deux magistrats, parce que ça, il faut toujours le souligner, Monsieur Bourlet et Monsieur Conrod ont fait un travail que beaucoup de magistrats ne feraient pas. Ils ont directement pris les choses en main, et donc Dutroux a pu être arrêté, et ses complices ont été arrêtés. Et puis bon, malheureusement, enfin, ils ont fait les investigations. Ils ont heureusement retrouvé Sabine et Laetitia, qui avaient été abusées par Dutroux, et qui d'autre, on n'en sait rien. Et alors, bon, malheureusement, on a retrouvé donc les quatre jeunes filles, Julie, Mélissa, Anne et Fieu, enterrées dans un terrain de Dutroux avec un de ses complices qui s'appelle Bernard Wettstein. Donc aujourd'hui, vous sortez ce livre, du trou, l'enquête assassinée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, en fait, un petit peu votre histoire et l'objectif de la sortie de ce livre? Donc, avec mon équipe, on faisait partie de la section financière à la BSR de Bruxelles, la section de recherche de la gendarmerie. Et donc, en août 96, 96, si on peut dire aussi, notre section a été sollicitée par les magistrats de Neuchâtel pour faire l'enquête financière sur Dutroux. Moi, personnellement, je découvre le 13 août 96 que le gendarme, hélas décédé, René Michaud, avait, le 16 août 96, tous les renseignements sur Dutroux, sur son épouse, en disant qu'il travaillait pour une section, une cellule spécialisée et pour un magistrat dans le cadre de rapt d'enfants. Donc il avait des informations. Euh, Ici, au mois d'avril, il y a un mois, à la foire du livre, j'ai rencontré un officier, Monsieur Gosset, qui nous a confirmé devant témoins que lui-même a dû ordonner à ce gendarme de faire un procès verbal. Nous étions le 2 octobre, et alors que le 16 août, Anne et Effie ne sont pas encore enlevés, et ce gendarme avait malheureusement les renseignements. Puis on a fait les perquisitions se sont faites le 13 et le 19 décembre, et le 13 décembre on entend des bruits d'enfants, des cris d'enfants. Moi je n'y étais pas, mais bon, c'est ce que de notoriété. Puis on retrouve un spéculum, de la crème vaginale, du chloroforme, et personne ne s'inquiète de ça. Alors bon, est-ce que les enfants sont là? Apparemment toujours en vie, mais donc voilà. Et alors avec mon équipe, mon chef d'équipe, l'adjudant de base, lui a... Donc il y a eu un appel à témoins, et des témoins se sont manifestés, et il y a eu plusieurs dames qui ont témoigné sous X, et lui s'occupait du témoin X1. X1 nous a mis sur la piste de plusieurs faits graves. On était parti pour élucider la mort peut-être d'une quarantaine d'enfants, si on nous avait laissé faire, pour reprendre des paroles célèbres. Et on a directement compris qu'on gênait. Bon, notre hiérarchie s'inquiète beaucoup pour les heures de travail, mais bon, on voit aussi parfois quand on bloque une enquête, volontairement ou pas. Alors ici, donc, le témoin X1 a parlé du meurtre d'une jeune fille dans une champignonnière désaffectée à Bruxelles. Enfin, elle n'a pas dit une champignonnière, elle a dit une cave. Mes collègues ont pensé à la champignonnière. Mes collègues se sont dit entre eux, cette affaire a été résolue. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la régie, quand cette personne témoignait, tout était enregistré. Il y avait des magistrats qui étaient dans la régie, et les magistrats ont dit, ce qu'elle raconte là, c'est l'histoire de la champignonnière. Et on nous a confié le dossier. On m'a demandé de l'analyser.
J'ai ramassé donc une pile de PV de 12 ans d'enquête faite par la police judiciaire, sous la conduite d'abord du juge Éloi et ensuite du juge Jean-Claude Van Espen, qui était un juge financier. Donc je me suis toujours posé la question, et encore maintenant, qu'est-ce qu'un juge financier avait à avoir dans la Champignonnière? Mais il faut savoir qu'en 1984, ce juge était encore avocat. Il était même collaborait même avec Annie Bouty, donc qui était l'épouse de Monsieur Nioul. Et puis, il se fait nommer juge d'instruction par M. Van den Bonans, qui était un ministre qui a été même enlevé, si ma mémoire est bonne, le 14 janvier 89, et retrouvé un mois plus tard. Donc, on le nomme juge d'instruction et on lui donne le dossier de la Champignonnière. Pendant 12 ans, on ne fait rien. Si on fait des PV, on cherche sur des punks, bon. Et puis, le 30 avril 96, il clôture son enquête, et c'est fini. Seulement, avec le témoignage de X1, on reprend l'enquête, et ce juge se présente dans nos bureaux le 20 janvier 97. Il y a un mois que nous avons le dossier, puisque lui, il n'est plus titulaire du dossier, donc c'est le parquet qui nous le donne. Et il vient aux nouvelles. Ah, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Il y a ça. Oh là là, qui dit, ce dossier, c'est le clou de mon cercueil. S'il y a une commission parlementaire, je m'en expliquerai. J'espère que je n'ai pas été trompé par la police judiciaire. Ça, c'est les paroles du juge Van Espen, Jean-Claude Van Espen, le 20 janvier. Au mois de mars, on a une réunion avec lui. Et là, il a pris connaissance du dossier, puisque une semaine après cette rencontre, on lui avait donné une copie de nos PV. Il est ressaisi. Et là, je vois des coups de frein. Par exemple, à l'époque, on avait trouvé un mégot de cigarette. L'ADN n'existait pas en 84, donc ça avait été mis sous scellé. Et la police judiciaire n'a rien fait. Moi, je suis allé rechercher le mégot de cigarette au greffe et je l'ai mis à l'analyse. Quand j'ai eu les résultats, j'ai demandé au juge, est-ce que je peux le comparer avec les suspects de Neuchâteau? J'ai un refus. Quand j'ai demandé au juge, tiens, est-ce que je peux avoir des réquisitoires bancaires pour tous les suspects de Neuchâteau? Il ne voulait pas. J'ai redemandé, il ne voulait pas. J'ai redemandé, il ne voulait pas. Finalement, bon, tiens, voilà ton papier. Je fais ma demande. Et le motif qu'il me donnait, c'est les banques, on les garde des archives 10 ans. Alors donc moi, je lui ai dit, on va peu risquer, ça ne coûte rien. Oui, on a un fax qui est programmé, nous, on pousse sur le bouton, on met dedans, et ça part directement à toutes les banques de Belgique. Et bon, là, ton papier, moi je l'envoie, et les banques me répondent, 10 ans, rien. Et tout d'un coup, clac, une banque, le Crédit Professionnel du Hainaut me répond, ah oui, du trou à un compte chez nous. Et il m'envoie l'historique, et qu'est-ce qu'on voit? La jeune fille, la champignonnière, Christine Vanet, s'est assassinée le 13 février 84, et dans les 72 heures qui suivent de ça, Dutroux a ouvert un compte au Crédit Professionnel du Hainaut, et sur le compte, il a versé l'équivalent de 200 000 francs, donc on est à 5 000 euros maintenant, mais bon, à 84, et il a versé une partie sur son compte et une partie sur le compte de son épouse, Michel Martin. À ce moment-là, je deviens vraiment dérangeant. Bon, quand je demande à un juge, est-ce que je peux entendre une telle personne, c'est non. Si je dis je peux entendre un punk, il va sauter. Bon. Il m'a même demandé, pour vous dire un petit peu la connaissance de ce grand magistrat, il m'a demandé d'entendre un punk. Seulement, j'ai dit, monsieur le juge, je veux bien, mais il est au cimetière déjà depuis 11 ans. Il ne savait même pas que le type était mort. Pourtant, c'était dans le dossier. Mais lui, ce qui l'intéressait, c'est les punks, le restant, ça ne m'intéressait pas. Moi, je l'ai vécu, je sais de quoi je parle. Et donc, le 4 juin, le 4-5 juin 97, il me sort fou furieux, enragé. Monsieur Bill, vous m'envoyez quelqu'un chercher une apostille. Donc, une apostille, c'est un devoir à effectuer. Donc, quand on vous demande de faire entendre, il vous fait une apostille. Et il me faut une copie de toute la presse de ce jour qui parle de la commission parlementaire. Oui, ça aussi, c'est ce qu'il nous dit le 20 janvier. S'il y a une commission parlementaire, je m'expliquerai. Donc, et tout au long, on voyait que c'était tremblé. Moi, j'étais heureux de passer à la commission parlementaire, mais lui, malheureux. D'ailleurs, il y a tous ces courriers qui parlent de commission parlementaire. Et donc, il me téléphonait, il faut la copie de la presse qui parle de la commission parlementaire. Et notamment l'article, Gino Rousseau était là. Bon, on ramasse la presse, je fais un procès verbal avec, je crois, 12 articles de presse.
Et là-dedans, c'est parce que la veille, la commission avait parlé des protections et on évoquait le monsieur Nioul. Il faut savoir une chose, c'est que moi je suis viré par le juge Van Espen le 22 juin et le 30 décembre, j'apprends par la presse que sa sœur Françoise, c'est la marraine du fils de monsieur Nioul. Alors, s'il est honnête, si monsieur Van Espen est honnête comme on le fait croire, alors vous désistez. Vous dites non, il y a un lien, je ne peux pas travailler là-dedans. Même le juge Pignolet qui a enquêté sur nous le dira plus d'une fois. Comment ça se fait, pourquoi on ne comprend pas son acharnement à vouloir reprendre ce dossier. Il fallait bloquer tout simplement. Et le blocage, on l'a bien vu. Et finalement, quand la presse a parlé de ça, le lendemain, il a demandé son désistement, mais il était trop tard, il avait viré les enquêteurs. Et l'enquête, on sait où ça s'est embouté. Alors, quand moi j'ai ce juge, par exemple, qui clôture un dossier le 30 avril 1996, et qui me demande, à moi, un an plus tard, Monsieur Bill, il faudrait organiser une rencontre dans vos bureaux avec les parents, un samedi. Et vous irez chercher au greffe toutes les pièces. Okay. Le samedi, je crois qu'on est le 5 avril 1997, je crois que Christine aurait eu 30 ans la veille, le lendemain. Les parents sont là, le juge arrive. Ah, bonjour, monsieur le juge. Le père, oui, monsieur le juge. C'est la première fois qu'on se voit en 13 ans. Hein. Dites, monsieur le juge, notre fille, elle ne s'appelait pas Claudine, elle s'appelait Christine. Hein. Ça, vous imaginez, ça commençait bien. Hein. Et puis alors le show. Monsieur Bill, vous avez des gants devant les parents. Oh, un cheveu. Oh. Et moi, je suis là, derrière ma machine, et je fais mon procès verbal. Quand c'est fini, le lundi, mes deux jeunes qui travaillent avec moi, j'ai dit, allez, hop, vous allez au greffe, vous allez le porter, vous me ramenez le numéro de dépôt, je termine mon PV, et hop, vous portez le PV au juge. Donc, on fait ça le samedi 5, et le 7 à midi, moi, il peut mettre tout à l'analyse. Je suis passé à la commission parlementaire le 14 octobre, 6 mois plus tard, c'était la 4e fois que je téléphonais au greffe, en demandant, tiens, est-ce qu'on a déjà retiré, est-ce que j'ai déposé pour l'analyser? Il n'y avait toujours pas touché. Ça ne l'intéressait pas. De quoi avait-il peur? Je n'en sais rien. Ce que M. Van Espen a fait, c'est une honte. Parce qu'il a fait un rapport un dimanche, le dimanche 22 juin, pour dire qu'il suspendait l'enquête. Mes patrons m'ont viré comme un malpropre. J'étais renvoyé seul devant tous mes collègues, suite à la lettre du juge. Quand le colonel lui a demandé des noms, il a refusé de donner des noms. Mais il a fait des fausses déclarations pour me foutre dedans, pour nous foutre dedans. M. Van Espen, il a fait un faux procès verbal le 1er septembre, il a fait une fausse déclaration le 15 décembre chez le juge Pignolet, il a fait encore une fausse déclaration au mois de mars, et le 3 novembre ou le 3 octobre, ça dépend comment on l'interprète, parce qu'il s'est entendu lui-même sous le nom du juge Pignolet, donc c'est comme le juge Pignolet entendons notre collègue Van Espen, non, c'est Van Espen qui s'est entendu lui-même, et il fait le procès verbal, d'ailleurs il y a une erreur d'un mois dans la date, et on voit bien que c'est pas la même façon de travail du juge Pignolet, et là-dedans, en cours pour discréditer Régina Louf et discréditer notre travail. Moi je ne comprends pas, si c'est pas ça des protections, je ne sais pas ce qu'il faut. Et ce monsieur s'en est tellement bien sorti, il s'en est bien sorti, il a été bien tranquille. Il n'a jamais été inquiété parce que c'est un juge. Et ça me dégoûte. Et couvert par d'autres magistrats, couvert par monsieur De Gemep, le procureur de Roi de Bruxelles, couvert par le juge Pignolet, juge d'instruction, et couvert surtout par le procureur général de Bruxelles, monsieur Van Oudenhoove. Ce sont des malhonnêtes. Pour moi, c'est une association de malfaiteurs ou une coalition de fonctionnaires, ou les deux. Je n'ai pas de mots pour les qualifier. C'est pas un vol de vélo si on fait. Hein. C'est honteux, c'est une honte. Et ces gens sont là en toute impunité. En fait, depuis le début de l'histoire, c'est une affaire qui a scandalisé la Belgique, même bien au-delà de la Belgique, qui a traumatisé de nombreux pays. Et il y a énormément de citoyens, même de membres des forces de l'ordre ou même des familles de victimes, puisque très récemment, il y a à peine quelques années, l'un des pères de l'une des victimes de l'affaire Dutroux, beaucoup de gens ont évoqué la présence, comme vous le disiez, de couverture, de protection, et même de réseaux de pédocriminalité qui dépasseraient même les frontières de la Belgique dans cette affaire. Vous pourriez nous donner votre point de vue là-dessus?
Écoutez, bon, malheureusement, on n'a pas pu enquêter. Bon, moi je dis, c'est pas l'œuvre, Dutroux n'est pas seul. Bon, mon officier qui fait un faux PV, Monsieur Duterme, pour ne pas le citer, bah, il ne fait pas ça tout seul. Bon, ils sont couverts. En découvrant, en lisant et en relisant tous ces documents, on voit vraiment la cabale monter, l'association, la coalition entre eux. Donc, maintenant, dire qu'un tel est impliqué de près ou de loin dans le réseau, bon, est-ce que c'est celui qui abuse de l'enfant ou c'est celui qui, comme dirait Einstein, donc regardez ou laissez faire, donc vous voyez ce que je veux dire, c'est aussi coupable. Si vous, celui qui prête sa maison et qui n'assiste pas, mais qui, bon, voilà, ça fait partie du réseau. Maintenant, c'est un grand mot, le mot réseau, mais pour moi, je dis, ça ne peut pas être l'œuvre d'une personne. Non, c'est une organisation. Maintenant, qui est derrière? Ils sont les plus forts. Ils ont gagné la partie. Ils ont gagné. Nous, on a été évincés. Grâce à ça, ils ont pu arrêter toutes leurs enquêtes. Maintenant, c'est fini, vous ne pourrez plus repartir. D'abord, il y a des prescriptions. En Belgique, on a vite des prescriptions. En France, je crois que c'est beaucoup plus long. En Amérique, encore pire. Mais, pardon, en Belgique, le dossier, par exemple, de la Champignonnière, depuis 2014, c'est terminé. Même si demain Dutroux dit, voilà, c'est moi, c'est fini, on ne sait plus rien faire. Ça, c'est dommage. Maintenant, bon, ça serait bien que ces gens-là parlent. Maintenant, Dutroux seul, je ne le vois pas faire ça seul. Il y en a beaucoup, 25 ans, 30 ans plus tard, qui sont toujours persuadés que Dutroux est un pervers isolé. Même son avocat, Maître Magnier, n'est pas de cet avis-là. Quoi qu'il en soit, on a essayé de résumer l'affaire souvent à Dutroux, mais il avait de toute manière le Lièvre, Vous savez, Weinstein et Michel Martin. Il y avait par exemple Weinstein. Bon, moi je les ai pas entendus, je les ai pas vus ces gens-là, donc je n'ai entendu aucun, ni Nioul, ni Dutroux. Bon, nous on n'en était pas, c'était Neuchâteau qui s'en occupait. Moi je m'occupais de la Champignonnière. Plus tard on comptait le faire, mais bon, pour l'instant nous on travaillait. Mais je prends un exemple, par exemple Regina Louf, le témoin X1, elle explique que à la Champignonnière il y avait Bernard Weinstein. Bon, Bernard Weinstein, c'est un criminel français qui a été emprisonné en France. Et donc, en 84, il était en prison. Mais, il a bénéficié de congés pénitentiaires. Et on lui donnait 5 jours de congé. Alors, partons en arrière, février 84, Champignonnière. 3 mois avant, on est en novembre. 3 mois avant, on est en août. Et 3 mois avant, on est en mai. Alors, en mai 83, il a 5 jours de congé à la mi-mai. En août, 5 jours de congé, on est à la mi-août. Au mois de novembre, 5 jours de congé à la mi-novembre. Au mois de février, 4 jours de congé. Au mois de mai, il a de nouveau 5 jours de congé. Alors, il faut m'expliquer, et là j'ai essayé de le savoir, mais Monsieur de Gemep, parce que Monsieur Bourlet, on avait déposé plainte à Neuchâteau, puisque Bruxelles ne faisait rien. Monsieur de Gemep a demandé le dossier, non, on va s'en occuper, comme ça on protège mieux ces gens-là. Et donc Monsieur de Gemep, qui est maintenant le président de l'Ordre des médecins à Bruxelles, en Belgique, donc Monsieur de Gemep a demandé le dossier, comme ça ces gens-là étaient étouffés. Et donc moi j'ai un collègue qui s'appelle Joël Gérard, avec qui j'ai travaillé, un fainéant entre nous, mais il peut m'entendre, je le confirmerai bien devant lui. Ce gendarme a fait un procès verbal pour expliquer que Weinstein n'était pas en congé ce week-end-là. Seulement, un procès verbal comme il fait, un procès verbal, vous avez une page administrative et puis vous avez le corps du procès verbal. Quand vous avez un numéro sur la première page, le même numéro c'est sur les autres pages. Or, lui, il en fait un qui fait 152 488 et sur les autres pages, c'est 152 487. Son procès verbal sur la deuxième page, c'est fait le 16 octobre. Sur la première page, c'est fait le 10 mars. Et sur une autre version, c'est fait le 10 octobre. Donc, voilà un procès verbal qui a 2 dates et 3 numéros pour expliquer que Weinstein n'est pas là. Alors, si Weinstein n'est vraiment pas là, on ne doit pas chipoter comme ça. Et, dans une affaire criminelle, il est marqué, il a osé mettre dans son procès verbal qu'il s'était renseigné à la section recherche de Metz. Mais Weinstein était en prison à Melun.
qui est à 350 km de là. Et qu'est-ce qu'il ose mettre? Sauf erreur de nos collègues français. Mais bon sang, dans un bazar ainsi, on demande un écrit, on va jusque-là. On demande une commission rogatoire internationale, on va jusque-là. On demande un fax. Alors, rien qu'avec ce détail-là, Regina Louf a menti. Si Regina Louf est folle, est-ce qu'on doit falsifier ses auditions? Il y a une directive des procureurs généraux du 7 juillet 1997 qui dit personne ne peut parler à la presse sauf un tel magistrat. Donc M. Bourlet ne pouvait même pas parler. Et puis, je trouve un rapport daté du 6 octobre 1997, comme quoi M. Franck Demort, un journaliste du CNAC, dont son épouse était très haut placée dans la magistrature à Gand, qui fait un article de presse dans le CNAC et qui demande à la gendarmerie s'il peut venir le corriger. Vous imaginez des gendarmes qui corrigent les articles d'un journaliste. Et nous, qui ne pouvions pas travailler le samedi, M. Duterme, avec 2 gradés, reçoivent M. Demort, le samedi 4 octobre. Ils font un rapport qui porte le numéro même 362, que j'ai acheté, puisque j'ai acheté toutes les pièces du dossier. Donc je sais de quoi je parle. Et donc, il se rend compte que M. Demort sait tellement de choses. Et quelques jours après, il sort déjà les extraits du rapport que le commandant Duterme a fait. Au même moment, un des 3 gendarmes falsifie une audition de Regina Louf, et Franck Demort publie cette audition-là, je crois, en page 27 du CNAC du mois de juin 1998. Et tout ça, c'est tout fait. Donc, M. Bourlet ou un autre magistrat ne peut pas parler. On avait bien dit, si un journaliste vous contacte, vous l'envoyez vers tel magistrat. Et ici, 3 gendarmes, un samedi, avec des indemnités, reçoivent un journaliste. Mais pas n'importe lequel, puisque son épouse est haut placée dans la magistrature à Gand. Et tout ça, ça passe. Alors, M. Van Espen, pour discréditer Regina Louf, là, un bel exemple. Il faut le comprendre. Il décide, je ne lui en veux pas pour ça, de mettre Regina Louf sous expertise psychiatrique. Il y a un collège de 5 psychiatres qui l'examine. Le collège dit, pendant qu'on l'interroge, ça dure des mois, il ne faut plus l'interroger sur les dossiers. À peine commencé, M. Van Espen me fait une apostille, demander à Regina Louf ce qu'elle prend comme contraceptif. À X5, puisque à ce moment-là, son identité, demandez-lui ce qu'elle prend comme contraceptif. Moi, je ne parle pas flamand. Mes 2 collègues, donc de Bads et de Pau, vont la chercher pour la conduire au collège des experts. De Bads conduit, de Pau est là, je le vois d'ici. Qu'est-ce que tu prends comme contraceptif? Elle, Regina Louf, n'a jamais vu une de ses déclarations, puisque tout est vidéofilmé et puis tout est retranscrit. Donc, on ne lui a jamais demandé de le signer. Donc, dans la voiture, elle lui dit quelque chose et il fait un procès-verbal en mettant Marvolan. Marvolan. Il y a 8 lettres, il y a 3 voyelles. Marvolan. Il fait un procès-verbal. Dans l'audition du 3 novembre ou du 3 octobre de M. Van Espen, enfin, quand il s'entend lui-même, qu'est-ce qu'il raconte? Le Marvolan, ça n'existe pas. J'ai demandé à un médecin légiste, et même pour un initié, ça n'existe pas. Il déclare ça. Mais il ne donne pas le rapport du médecin légiste. Moi, quand je lis ça, parce que le procureur général, après, nous le fout dans la tronche, dans son faux rapport. Moi, j'en parle à mon pharmacien. Et je lui dis, tiens, vous connaissez Marvolan? Non, c'est quoi? Un contraceptif. Ah, mais, M. Bill, Marvelon, pas Marvolan. Il y a aussi 8 lettres, il y a 3 voyelles, mais c'est pas Marvolan, c'est Marvelon. Et rien que pour un bazar ainsi, M. Van Espen est parvenu à discréditer que ça. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, le 30 janvier 1998, on a une grande table et on voit tous les magistrats de Bruxelles, de Gand, de Neuchâtel, d'Anvers, et ils sont là à une grande table. Et Regina Louf, ben oui, on a cherché, et on n'a rien trouvé. Bon. Monsieur le juge Langlois, M. Langlois est là. Il faut qu'on m'explique alors, on est le 30 janvier, moi j'ai un papier du juge Langlois, que j'ai acheté aussi, qui date du 2 mars, 31 jours plus tard. Et qu'est-ce qu'il écrit à notre commandant, M. Duterme?
avant de fermer le dossier X1, est-ce qu'on a on a bien examiné tous les grands axes de l'enquête? Et 31 jours avant, on dit qu'il n'y a rien. Allez, il faut quand même... Monsieur Langlois, moi je lui en veux pour une chose, et c'est assez conséquent. Quand vous avez une audition de Marlène de Coquereux, donc qui est la compagne de Monsieur Nioul, qu'est-ce qu'elle dit? Ah ben, nous avons habité rue des Atrébates 124, c'est la rue où il y avait l'établissement Le Dolo aussi, et il vivait avec moi là-bas. Le 30 octobre 96, par la police judiciaire, Monsieur Nioul déclare: j'ai habité sans être inscrit de 82 à 86 ou à 84, enfin, rue des Atrébates 124. Donc, M. Langlois, qui est titulaire du dossier 86, Julie Mélissa, donc l'affaire du trou, a deux auditions comme quoi M. Nioul a habité 124 rue des Atrébates. C'est M. Nioul lui-même qui le dit. Donc, c'est important. Que maintenant, vous dites j'ai habité là sans être inscrit. Bon, on ne s'est pas trouvé de trace à la mairie ou quoi que ce soit, ou à la commune. Mais quand, à partir du moment où il vous dit ben, j'ai habité là, je n'étais pas inscrit, donc pour ça, il est crédible. Bon. Monsieur Langlois, il demande la relecture des auditions de X1. Il fait ça le 11 juillet 97. Il y a 3 rapports de relecture. Dans le premier rapport de relecture du 27 octobre, le rapport Antenne 401, dont il existe aussi deux versions différentes, eh bien, on sait lire là-dedans que Regina Louf a menti parce que M. Nioul n'a jamais habité là. Donc, les relecteurs disent que M. Nioul n'a jamais habité là alors que lui-même il dit. Mais alors, il faut qu'on m'explique comment M. Langlois, qui a 2 déclarations disant qu'il habitait là et qui ne réagit pas. Parce qu'il y en a un des deux qui... je ne crois pas que là-dedans, M. Nioul a menti. Donc, c'est les relecteurs, pour protéger qui, je n'en sais rien, qui viennent dire ça. Et on discrédite Regina Louf. Et les pièces existent, moi je ne les invente pas. Elles sont au palais de justice. Rappelons qui est Michel Nioul. Michel Nioul, ben, donc c'était le complice de Dutroux, mais qui, on a pu arranger beaucoup de choses pour lui. Non, finalement, il a été juste condamné pour, il est décédé maintenant, il a juste été condamné pour la drogue ou quelque chose ainsi, des pilules. Mais lui, depuis le début, il dit qu'il a le bras long comme le Danube et que si il y a quelque chose, il parlera. Et donc c'est lui, il a même fait un livre et il raconte là-dedans que Van Espen, c'est la sœur, c'est la marraine de son fils, et il raconte dans son livre que c'est M. Van den Bonans qui a nommé M. Van Espen. Bon, moi je n'ai jamais vu Nioul, je ne l'ai jamais rencontré, j'ai jamais rencontré Dutroux, moi j'ai lu tout ça. Mais ici, moi je parle sur des pièces que j'ai achetées. Quand Nioul vous dit j'ai habité là, ça ne veut pas dire le contraire. Hein. Il aurait dit ça pour se disculper, mais non, lui, bêtement, il dit j'ai habité là. Et les autres, ils disent ils n'ont pas habité là. Il y a de sérieuses questions à se poser. C'est pour ça que dans la préface de mon livre, le Major Terling explique bien que toute la relecture, elle est fausse. Fausse et archi-fausse. Alors, comment est-ce qu'on en arrive à une enquête judiciaire? Il faut savoir que M. Van Espen a rédigé plus de 250 apostilles dans cette affaire. Donc, audition de M. Intel, audition de Mme Intel, apostille. Et tout d'un coup, apparemment, il demande la relecture des auditions de X1. Et là, il n'y a pas d'apostille. Et moi, le 2 juillet, j'ai M. Dernicourt, un collègue, qui me tape sur mon bureau, là, un rapport, Antenne 256, et il a relu 3 auditions de X1. X1, elle a été entendue 17 fois. Entre le 20 septembre 96 et le 1er mars 97, elle a entendu 17 fois, dont 7 fois sur la Champignon-Nière. Alors, quand vous voulez faire un travail convenable pour la Champignon-Nière, vous lisez les 7 auditions, non? Ils ont lu la première, la deuxième et la 7e. Et là-dedans, on évoque que, un jour, donc le 13 novembre, à l'issue d'une audition, Patrick Debatz a demandé à X1, maintenant voilà des photos, dis-nous qui est la fille de la Champignon-Nière. Non, pas aujourd'hui. Si, il faut nous le dire. Bon, ça va. Et elle dit, ils avaient mis le numéro sur les photos, elle dit P10.
Ok, ils mettent, mais en mettant qu'ils vont vérifier. Parce qu'ils savent bien que c'est pas la fille de la Champédonnière. Mais on fait le PV. Le 13 novembre. Entre-temps, il faut faire des recherches. Parce que des collègues avaient été dans des écoles à Gand et dans la région chercher des photos. Et finalement, on sait que la photo P10, c'est une certaine Annick D. Bon, ça n'a rien à voir dans l'enquête. Et le 6 décembre, mon collègue, Philippe Huppé, rédige un procès-verbal pour dire, voilà, suite au procès-verbal, ce n'est pas la fille de la Champédonnière qu'elle a montré, mais c'est interne. Donc, tout est réglé. Ces deux PV-là partent à Neuchâteau. Ce PV-là, du 6 décembre, il est amené à Neuchâteau par qui? Par M. Duterme, qui a voulu jouer au facteur, pour ne plus que nous ayons contact avec des magistrats. Il est allé le 10 décembre porter les PV à Neuchâteau. Le 16 décembre, le juge Langlois l'a enregistré, ce PV-là, dans son secrétariat, sous le numéro 142. Quand le rapport du 2 juillet sort, M. Duterme demande à ses rédacteurs-là de dresser procès-verbal, puisque eux, là-dedans, ils mettent « Ah, ils ont fait un PV, mais il n'y a pas eu de suite. » Il refuse de faire un procès-verbal. L'illuminé, M. Duterme, parce qu'il faut vraiment, faut être très intelligent, hein. Le 26 août, il rédige procès-verbal à charge de Patrick Debaz. Donc, c'est déjà pas Patrick Debaz qui a fait les deux PV, c'est Philippe Huppé, et il rédige procès-verbal à charge de Patrick Debaz pour faire une écriture en disant qu'il n'y a pas eu de suite au PV. Il ne donne même pas les numéros, hein, comme ça, il nous qu'à chercher, mais voilà, il n'y a pas eu de suite. Ok. Il fait le procès-verbal à charge de Patrick Debaz, le dossier arrive au parquet. Malhonnête comme il est, M. Duterme, il envoie le PV au procureur de roi à Bruxelles et donne une copie au copain Van Espern. S'abstenant bien de le donner une copie à Neuchâteau, parce que M. Bourlet, dès qu'il va voir ça, il va dire « Eh oh, ça ne tient pas la route. P10, il y a eu un PV. » M. Bourlet connaît ce dossier. Donc, M. Duterme fait son procès-verbal, ça arrive au parquet de Bruxelles, et là, on ne met plus le dossier à charge de Patrick Debaz, mais on le met à charge de X, pour faire une écriture. Patrick Debaz est justement dans le bureau du juge le 37 ans, pour une autre affaire, quand le juge Pignolet lui dit « Ah, il y a un dossier qui vient d'arriver à ta charge. Enfin, pour contre vous autres, ou je ne sais pas ce qu'il lui dit. » Patrick lui dit « Mais P10, c'était fait ça qu'il dit. Il y a eu un PV. » Ah bon, on va voir. Le 2 octobre, donc ça va vite à l'instruction, le 2 octobre, M. Duterme est entendu par le juge Pignolet. Vous prenez la première page de son audition, je confirme mon procès-verbal. À la deuxième page, je vous suggère quand même de demander copie du PV 117-887. Il donne un faux numéro, 400 numéros en plus, parce que le vrai PV c'est le 117-487. Donc, à la première page, il confirme, à la deuxième page, il dit, alors s'il est honnête, un gendarme honnête, bon, M. Duterme, si vous me regardez, réfléchissez un petit peu, mais un gendarme honnête, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait fait déjà un PV subséquent en disant, ben voilà, je me suis trompé dans mon PV, il y a bien une suite. Ou alors arriver chez le juge, tenez, monsieur le juge, voilà, et par dire, tire ton plan, demander une copie. D'ailleurs, le juge n'a même pas demandé de copie, il savait bien que tout était bidon. Et donc, M. Duterme a trompé tout le monde avec son procès-verbal. Mais enfin, tromper tout le monde, oui, mais ça les arrangeait bien. Puis, il y a eu des journalistes, Michel Bouffiot, Marie-Jeanne Van Eswijk, qui ont fait des articles dans Télémoustique, les étranges manœuvres du commandant Duterme. Et c'est vrai, moi je confirme, ce sont des étranges manœuvres. Et M. Duterme a attaqué ces journalistes-là. Et ils ont perdu, en première instance. Ils ont perdu 500 000 francs, donc l'équivalent de 12 500 € maintenant. Les journalistes ont fait appel. Et ils ont perdu en appel. Mais M. Duterme, si vous me regardez, relisez un petit peu la page 12 de vos conclusions. La page 12. Comment vous avez trompé le tribunal pour gagner 500 000 francs. Vous dites que le procès-verbal du 6 décembre n'a été transmis qu'au seul juge Langlois et pas au juge Van Espern. Mais M. Duterme, le juge Van Espern, il n'a été saisi que le 27 janvier. Vous avez trompé tout le monde, même le tribunal, même la cour d'appel.
Parce qu'on ne sait pas le donner le 6 décembre à Monsieur Van Espen, puisque le parquet tient le dossier jusqu'au 27 janvier. Donc, vous avez de nouveau fait un faux en écriture pour tromper et gagner de l'argent malhonnêtement. Je ne sais, j'ai pas d'autre mot. Vous êtes un malhonnête, vous avez cassé ma carrière. Donc, Monsieur Bill, vous avez été écarté de l'enquête sur l'affaire du trou, sur la prétendue base de faux en écriture, ce qui a été complètement démontré, qui n'a jamais été lieu de cela, ça n'a jamais été le cas. Combien d'autres personnes ont été écartées de cette affaire entre les membres des forces de l'ordre ou les procureurs, etc. Donc il y a eu malheureusement le 14 octobre 96 le juge Conrad, très bon juge, très bon magistrat, qui a été qui a dû se retirer du dossier par la chambre des mises en accusation parce que ils ont appelé ça l'arrêt spaghetti. Il a été pris en photo, il mangeait un spaghetti avec le procureur et les familles ou je ne sais pas moi. Mais au niveau gendarmerie, mon équipe a été écartée, pas nécessairement pour les faux au départ. C'est suite à cette lettre du juge Van Espen du dimanche, il tape ça chez lui le dimanche 22 juin et le 24 juin, donc on nous notifie cette lettre. Ils avaient déjà entre-temps écarté mon collègue Michel Clip, pour des raisons aussi farfelues. Donc ce jour-là, le 24 juin, on me dit toi tu vas à la maison et donc toute l'équipe on la met en repos. Donc il y a Patrick de Baats qui n'est pas dans mon équipe mais qui est le coordinateur avec X1, on le met en repos. On met Rudy Oskens, Stéphane Lisenborgs, De Pau et moi. On me dit tu rentres le restant de la semaine et tu téléphones lundi. Le lundi je téléphone, on me dit non tu restes à la maison. Mais je dois partir en Argentine pour un autre dossier. Donc j'ai pu revenir travailler, je travaille avec Oskens. Puis De Pau a fait un faux rapport de complaisance. D'ailleurs même le juge Pignolet lui demande dans son audition du 6 octobre tiens, est-ce que vous avez fait ça de votre propre initiative? Oui, de mon initiative qui marque. Mais j'en ai parlé au colonel Brabant, mais qui a appuyé mon initiative. Donc, faut pas demander le courageux. Bon, c'est un soulard. Bon, il était dans mon bureau. Bon, c'est un gradé, mais pouvait pas tellement compter sur lui. Parfois, bon, il n'était pas rentré. Bon, il allait boire son verre. Et parfois, devant des gens, il s'endormait, quoi. Et donc, il a fait un faux rapport pour charger Patrick de Baats. Et donc, suite à ça, lui, il a pu rester. Et donc, Michel Clip, lui, était renvoyé à la brigade de Bruxelles, et les quatre autres, donc Oskens, De Baats, Lisenborgs et moi, on nous a mis dans un bureau à l'écart. Mais, pour la petite histoire, donc on est des tricheurs, on est des fraudeurs, des manipulateurs, tout ce que vous voulez. Donc le juge Van Espen ne nous veut plus. Et on nous remet à la section financière, et on travaille pour le juge Van Espen, on travaille pour le juge Pignolet, on travaille pour le procureur, on travaille pour le juge Burm, on travaille pour le juge Schleis, on travaille même pour le parquet général. Et on est là tous les quatre dans un bureau, éloigné de tous les autres collègues parce qu'on était plus pire que la peste, il y avait même encore le Covid à l'époque, mais on était vraiment les pestiférés, et on était là dans un bureau à l'isolement, et donc on travaillait pour les juges qui nous ont, surtout Van Espen. Donc moi je travaille dans 3 dossiers. D'ailleurs dans l'enquête interne de la gendarmerie, le major Terling il n'en revenait pas. Il dit, enfin, comment c'est possible? On vous écarte et on vous fait travailler. Oui, généralement, si vous avez fraudé, on vous met dans un service où vous ne faites plus d'enquête judiciaire. Et on vous remet dans le département et on vous fait faire des enquêtes. J'ai tous les numéros de dossier. Je ne sais même pas si on les reprend dans le livre, je ne saurais plus dire. Mais bon, dans l'enquête interne, c'est repris. Et puis alors, c'était déprimant. Vous savez, moi j'avais une fille, qui rentrait de l'école en pleurant, avec des articles de presse. Elle a arrêté ses études, elle n'avait jamais eu une remarque à l'école. Et on a arrêté tellement qu'on rigolait d'elle, de son père, même les voisins. Hein. Et donc, on est tombé en dépression, Patrick et moi. Et on avait des médecins à la gendarmerie. On n'avait pas le même médecin, donc moi j'ai eu Madame Dr Ellerman, Patrick avait le Dr Gobers. Et on nous a commencé à nous donner des médicaments.
Et après, on a été convoqué chez le médecin, contrôle, chez les colonels. On nous a demandé si on était apte à subir une enquête interne. Je dis oui, on attend que ça, nous. Ah ben, ouais, traverser la cour, c'était un vendredi, on a traversé la cour, on est allé là, on nous a dit, ah ben, vous revenez lundi, mardi, parce que le lundi c'était la Pentecôte. Vous revenez mardi, et là, on va vous notifier votre évincement de la BSR, la section recherche. Donc, on est resté en maladie 3 ans. Alors, pour avoir 3 ans de maladie, il faut être un bon élément, il faut que ça soit une maladie curable, et il faut que ça soit une maladie survenue en service, et par le fait de service. Les 2 colonels l'ont signé, le directeur général du personnel l'a signé, le général l'a signé, le ministre de l'Intérieur l'a signé. Moi, j'avais demandé aussi qu'on me rembourse mes frais médicaux. Restez bien assis. Je les ai publiés dans mon livre. J'en ai publié 2. J'en profite de la caméra parce que j'ai oublié de le mettre dans mon livre. J'ai publié mes extraits de compte. Et s'il vous plaît, n'allez pas verser de l'argent sur ce compte-là, il n'existe plus. Donc j'ai demandé à ce qu'on intervienne dans mes frais médicaux. Le colonel du Châtelet ne voulait pas au départ. J'ai insisté, il ne voulait pas. J'ai dit, bah alors je ne prendrai pas mes médicaments, je ne me soignerai pas. Finalement, il a accepté. Et donc, il était convenu que tous les 2 mois, je rentre une note. Donc, j'allais chez un médecin, je payais autant, j'avais un reçu. Je remettais mon papier à la mutuelle qui me remboursait et la différence était prise en charge par la gendarmerie. Alors, un jour, je vais chercher mes extraits de compte. Je ne savais plus si je devais rire ou pleurer. Et quand je retire mon extrait de compte, normalement, la logique aurait été de marquer dans la communication remboursement frais médicaux. Donc ça, la gendarmerie, c'était remboursement torture morale. Alors, j'ai 2 extraits de compte avec remboursement torture morale de la gendarmerie. Il est marqué RW, c'est Rexwag, donc j'ai gendarmerie en flamand, et HDF, donc c'est la direction supérieure des finances. Je ne sais pas comment ça s'appelle en flamand, mais c'est la traduction. Et donc, à ce moment-là, moi, j'ai pris un petit plaisir. J'avais appris qu'il y avait 2 sénateurs du socialiste, wallon et flamand, qui faisaient un projet de loi sur le harcèlement moral au travail. Alors moi, j'ai pris mes extraits de compte et je leur ai envoyé en disant, écoutez, à la gendarmerie, ils ne sont plus au harcèlement, ils sont aux tortures. Alors naturellement, quand ils ont vu ça, c'est redescendu chez le ministre de l'Intérieur, chez le général, et ils se sont fait taper sur les doigts, ils ne l'ont plus écrit. Mais est-ce que vous imaginez à un seul instant l'imbécilité de ces gens? On vous rembourse vos frais médicaux et on ose, est-ce que c'est pour se moquer de moi, on ose écrire remboursement de torture morale. J'ai même posé la question à ma banque, et c'est pas vous qui avez inventé ça quand même. Et la banque m'a donné le papier qui venait de la gendarmerie. Donc j'ai poussé le bouchon pour. Je me dis quand même. Vous voyez un petit peu. Ça fait du bien parfois d'en rire. Maintenant, c'est un petit peu peut-être une petite scène d'humoristique, parce que moi je suis allé un jour chez le juge Pignolet, qui enquêtait sur nous et surtout sur Patrick. Et je lui dis, monsieur le juge, maintenant j'en peux plus. Je viens dénoncer Patrick de Baz. Quoi qu'il me dit? Ah oui, je dis, je n'en peux plus, je vais le dénoncer. Asseyez-vous, il prend une feuille de papier, dites-moi. Ben, je dis qu'elle devait dire A, B, mais alors X, foutez-moi le camp, il me dit. Mais bon, vous savez, quand un juge avec qui vous avez travaillé des années, je me rappelle en 92, il achète une voiture, je crois que c'était une Volvo, et il me sonne à moi à la BSR, il me demande, monsieur Bull, vous savez, vérifier le numéro de châssis pour voir si c'est pas une voiture volée. Donc le contact était bon, moi je passais jamais au palais, bon si sa porte était fermée, je n'en ai pas le dérangé, mais la porte était ouverte, je passais, je le saluais, je m'entendais très bien avec ce magistrat. Car un jour il nous dit, maintenant je vais vous interroger, vous avez tué un homme. Comme on était habitué à ce qu'il nous montre des dossiers contre nous, nos collègues, j'ai dit c'est qui? Gouverneur Galopin. Je dis mais c'est qui ça? Gouverneur de la Banque Nationale. Je dis ça s'est passé quand? Il regarde. 28 février 44. Je dis, mais monsieur le juge, je suis né en 53. Moi en 52, qui dit de base. Alors ça, j'ai pas vu. Ça ne fait rien qui dit, foutez le camp, je vais faire une enquête sur vos parents. Et je dis, ben oui, ben mon père, il est mort en 71. Moi en 76, qui dit Patrick. Je m'en fous, je fais une enquête. Procès verbal 100 030 de l'inspection de la gendarmerie. Ils n'ont rien trouvé pour mon père, mais le père de Patrick de Batz, un vrai criminel. En 1947, avec un camion de l'armée, dans un virage, il a dérapé, il a touché la façade d'une maison.
article 42 de l'arrêté royal du 1er février 1934, qui était le code de la route de Belgique à l'époque, 100 francs d'amende condamnés par le Conseil de guerre. Ils ont été trouvés ça. Il y en a un qui est allé raconter que le père de Patrick, c'était un collaborateur. Dans le même procès verbal, on marque son numéro, c'était un résistant. Patrick a dû amener les décorations de son père à M. Pignonnet pour bien lui prouver que son père n'était pas un collaborateur. J'ai même un taré de collègue qui est allé chez le colonel dire que Patrick appelait sa belle-mère la vieille. Il en a fait un rapport, le colonel tout fier, il a porté au procureur. Le procureur l'a donné au juge, et je suis sûr qu'en 2024, le juge Pignonnet, aussi con qu'il est, il est occupé dans son code pénal à chercher ce que c'est comme infraction d'appeler sa belle-mère la vieille. Ils ont laissé passer toutes ces pages-là. Et autour du dossier, puisque vous disiez que vous étiez sur le volet financier de l'affaire Dutroux, vous parlez de transactions financières autour des enlèvements de au moins une victime. Est-ce que c'était le cas pour d'autres victimes? Et au niveau du patrimoine immobilier de Dutroux? Bon, moi je ne me suis occupé que de ce dossier-là, donc je n'aime pas parler de quelque chose que je ne sais pas, mais apparemment oui, il y a eu d'autres paiements pour d'autres enfants enlevés. Je ne veux pas me prononcer avec des noms et des prénoms au risque de dire non, il n'est pas crédible. Non. Il y a eu, mais là, quand ce n'est pas mon dossier, je préfère. Bon, je sais qu'on en parle dans le livre, mais on a repris Douglas de Koning dans son livre avec Marie-Jeanne et Annemie ont fait un très beau travail et là-dedans ils reprennent des versements. Eux ont pu travailler plus que nous parce que puis nous on était virés. Mais non, il y a là-dedans, je ne pouvais pas imaginer le scandale. Je reviens encore sur ce juge, M. Pignonnet. Mais les gens, malheureusement, il n'y avait pas de caméra à la chambre du conseil. Mais quand vous arrivez dans une chambre du conseil et que vous avez un juge d'instruction qui vous dit, vous voyez, Monsieur le Président, vous avez été juge d'instruction comme moi. Vous savez, Monsieur le Président, il y a des faux qu'on voit et des faux qu'on ne voit pas. Eh bien, ces deux-là, ils ont fait des faux qu'on ne voit pas. Mais ce que vous imaginez, c'est à se taper la tête au mur. Vous avez ce jour-là, le 7 décembre de 99, vous avez une magistrate qui est là. Ah, Monsieur le Président, on ne peut pas prendre de décision aujourd'hui. Il y a éventuellement un nouveau document qui serait arrivé hier. Mon avocat se renseigne au parquet. Moi, je me renseigne au parquet général. Pas d'autres documents. Ils ont fait passer 4 fois en chambre du conseil pour dire non-lieu. C'est abominable. C'est abominable. Vous savez, dans cette affaire aussi, je repense encore aux parents, surtout aux parents, c'est à eux. J'ai fait la connaissance le dimanche 17 novembre 96 de Jean Denis-le-Jeune dans les locaux d'RTL. Pourquoi? Parce que quelques jours avant, M. Bourlet m'avait demandé d'entendre une personne qui avait téléphoné dans un château et cette personne devait venir dans mes bureaux, faire sa déclaration, et puis il n'a pas voulu. Et il avait peur d'être... il fallait que je lui signe un papier que dans 3 mois il serait encore en vie. Et donc je dis, monsieur, je ne sais pas vous signer ça. Et le dimanche 17 novembre, il est sur le plateau de télévision, et Pascal Vrébon se présente, un tel, et à visage caché, je crois Dominique. Et puis j'entends une voix. Je dis, c'est le gars qui est chez le téléphone. Et directement Bourlet me sonne et me dit, c'est le gars, foncez à RTL qui me dit. Donc moi, je téléphone à 2 collègues au bureau, je dis, allez vite à RTL, j'arrive. Je préviens RTL, et donc j'arrive là. Et Pascal Vrébon c'est là, et je dis, mais moi je n'ai pas refusé d'entendre ce type-là. Il dit que j'ai refusé, non. Je viens l'entendre ici. Ah bon, il s'en va. Et Jean-Denis Lejeune qui revient, je fais sa connaissance, il y a 2 mois, je crois jour pour jour, que sa petite fille a été retrouvée. Je dis, écoutez, moi je veux bien entendre, parce que je comprends ce que ces gens ont vécu et le rejet qu'ils ont vécu avec les flics et magistrats. Et donc, je dis, moi je veux bien l'entendre, mais s'il accepte. Ah bon, ben ça va. Puis c'est le député Claude Herbecan, c'est un membre de la commission parlementaire qui vient, et je dis la même chose. Il s'en va. Et puis Pascal Vrébon revient, il me dit, ben voilà, il veut bien témoigner, ici dans les bureaux d'RTL, et devant 3 personnes. Mais M. Herbecan ne sait pas être là, il va appeler quelqu'un, finalement c'est un bâtonnier, un ancien avocat qui est venu, et donc devant Jean-Denis Lejeune et devant Pascal Vrébon, et devant cet ancien avocat,
j'entends donc cette personne qui dit, moi, je témoigne pas sous mon nom. Je dis, mais moi, j'ai pas la liste des X, je savais pas où on en était. Je savais qu'il y avait X2, X2, jusqu'à 4, 5, même pas, je ne sais même pas si on en était là. J'ai dit, choisis un numéro en 10 et 100, il me dit 69. Ben, je dis, ça va, donc, entendons, X69. Et je suis avec 2 collègues gradés, Christian et Rudy. Et donc, on me donne un ordinateur et je commence à l'entendre. Et Patrick de Batz était chez lui. Quand il a connaissance de ça, il revient au bureau. Patrick, c'est comme ça. Et il rappelle du monde. Et donc, mes 2 collègues entendent tout ce que ce que le gars déclare. Hop, il communique à Patrick. Patrick envoie des gens déjà, parce qu'on parlait de consulaire ou quelque chose ainsi dans la région d'Anvers. Et donc, Patrick, allez, envoie des gens. Et Jean-Denis, le jeune, me dit, qu'est-ce que vous faites? Ah oui, je dis, on fait déjà des recherches. Comment qu'il dit un dimanche? Je dis, oui, nous on travaille comme. Et là, c'est dommage que ce n'est pas vous qui vous êtes occupé de mes filles. Mais on a toujours travaillé comme ça. Contre la hiérarchie, parce que, vous savez, notre hiérarchie aurait dit, on va pas rappeler du monde un dimanche, je parle de nos officiers. Hein, ben Patrick, bon, ben, c'est quand même un patron, il prend ses responsabilités, mais on le fait tout de suite. On n'attend pas. Et si Patrick avait eu l'enquête, aurait-il le supérieur de René Michaud, le 10 août, déjà quand il demande les renseignements aux impôts, ou le 16 août quand il les a, je crois que le 10 août, on campait déjà par la maison de Dutroux, hein. Et on aurait vu les va-et-vient, hein. Au moins le 16. Et là, Anne et Effie ne sont pas encore enlevés. Mais nous, on est des mauvais flics. Je pose la question au laboratoire. Est-ce qu'il y a encore possibilité de comparer? Réponse du laboratoire, il n'y a plus rien, monsieur. Je fais un PV. Et monsieur Bill, c'est pas monsieur Joël Gérard, il ne se contente pas d'un raisonnement téléphonique. Je fais un petit courrier au laboratoire et je reçois une réponse écrite qui me confirme qu'il n'y a rien. Monsieur Bill qui fait des PV pour rien et des PV inutiles, comme il se plaise à dire que je noie les magistrats, monsieur Bill refait un 2e PV pour dire j'ai la réponse. Et puis je dépouille le dossier parce que bon, pour faire une synthèse, mon PV a fait 202 pages. Et donc, je commence 84, 85, je tombe peut-être sur un PV de 92, mais enfin, bon, c'est un dossier de Van Espen et de l'APJ. Et puis, je vois qu'en 89, l'APJ, quand l'ADN est arrivé, ont demandé pour analyser. Ils ont la même réponse que moi, il n'y a plus rien. Donc, je parle de ce qui a été saisi en 84. Hein. Et quand vous lisez Gilbert Dupont, de La Dernière Heure, dans un article de 2000, qu'est-ce qu'on dit? Nioul Dutroux, par la champignonnière. L'année passée, on a pris les derniers échantillons et on les a comparés et ils n'ont rien à voir là-dedans. Il y a 3 PV qui disent qu'il n'y a plus rien. Donc PV de 89, 2 PV à 96, fait par Bill, qui n'ont pas été démentis. On m'a pas dit que j'avais fait des faux PV puisque j'ai même eu une lettre du laboratoire. Et par après, donc 2 ans après, on vous dit, voilà, ils sont hors cause parce que ce n'est pas leur chose. Bon, maintenant, quand le juge Van Espen, le grand shérif là, qui prend un cheveu, un bras, super. Pourquoi est-ce qu'il ne le met pas à l'expertise alors? Puisque, donc, il faut se saisir les parents de Christine, si vous voyez ça, réfléchissez un petit peu aussi. Vous avez un juge qui clôture un dossier le 30 avril 96. Et 1 an après, il va ouvrir les saisies. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait à l'époque? Et il n'en fait rien. Et nous, on fait notre travail. Mais c'est nous les mauvais. C'est ça, il y a plein de questions à se poser. Malheureusement, les enquêtes ont été arrêtées. Vous, les parents de Christine, malheureusement, vous avez été bien entendus chez nous. Vous avez été contents de notre travail. Vous nous avez dit que vous aviez appris des choses que vous ne saviez pas.
Et je rappelle une chose, si les parents de Christine Van Ness m'entendent, je crois que c'est le dimanche 19 janvier 97, nous sommes là au bureau. Les parents de Christine sont là et le frère de Christine est là. Et tout d'un coup, le frère de Christine nous dit, je vais vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit à personne, donc même pas aux parents. Quoi? Ben, qui dit, quelques mois après la mort de ma sœur, j'ai un chef d'enquête, un des deux chefs d'enquête, parce qu'il y avait deux chefs d'enquête. D'habitude, il n'y en a qu'un, mais ici, il y en avait deux. Un des deux chefs d'enquête qui est venu me rechercher à l'école, Monsieur Collignon. Il m'a ramené à la maison, il est resté près de moi pendant que je mangeais ma tartine. Oui, les parents tenaient une librairie, donc il est resté près de moi. Et il m'a dit que dans ce dossier, il allait avoir une promotion, qu'il approchait des résultats. Il parlait de personnalité, mais qu'on allait lui retirer l'enquête. Bon, vous savez, vous êtes flic, vous entendez un bazar ainsi. Et moi, il me vient une question toute bête. Vous allez peut-être me dire, bon, enfin, pourquoi est-ce que vous me posez une question pareille? Et moi, je lui ai demandé, il est venu chercher à l'école avec quelle voiture? La marque de la voiture. Et il m'a dit une Alfa Romeo. C'est bête, hein, comme question. Qu'est-ce que ça peut rapport? Eh bien, moi, je me suis renseigné, la police judiciaire n'avait pas d'Alfa Romeo. Et M. Collignon avait une Alfa Romeo dans la vie privée. Alors, expliquez-moi un petit peu, pourquoi est-ce qu'un flic va le rechercher et raconter ça à un gosse? Avec sa voiture personnelle, seul, même pas avec un collègue. Alors, il y avait le Dolo. Le Dolo, c'est une boîte à partous, fréquentée par des personnalités politiques, sportifs, des magistrats, des gendarmes, des policiers, des gens de la police judiciaire. Moi, je suis jamais allé, hein, bon. Et M. Nioul allait au Dolo. Il faut savoir une chose, c'est que le 27 avril 1987, donc 3 ans après la Champignonnière, vous avez un appel anonyme qui arrive à la police d'Etterbeek et qui dit, si vous voulez résoudre l'enquête de la Champignonnière, intéressez-vous au Dolo. La communication est enregistrée, les policiers d'Etterbeek font un procès verbal et ils mettent là-dedans que c'est la voix d'un Nord-Africain. Moi, j'ai écouté la cassette, je me suis dit, ça, un Nord-Africain qui parle comme ça, bon. Alors, le juge Van Espen a reçu ce procès verbal. Donc, ça se passait le 27 avril. Le 30 avril, il fait une apostille à la police judiciaire et il demande saisir la cassette, faire une enquête sur le Dolo. Il y a un procès verbal, je crois, du 22 mai. Nous avons saisi la cassette. Fini. Pas d'enquête sur le Dolo. Bon. Le 30 décembre 96, j'ai le collègue Philippe Pourbet, qui est devenu un de nos plus grands adversaires par après, avec tous les chipotages et tout. C'est celui qui raconte que Patrick appelle sa belle-mère la vieille. Monsieur Philippe Pourbet entend le patron du Dolo dans un autre dossier. Et il fait une audition de 10, 11, 12 pages. Et je crois qu'à la page 7 ou à la page 8, le PV se termine par 49, là j'ai un trou de mémoire, je n'ai plus le bon numéro de PV. Eh bien, il dit un tel, et justement, un des deux chefs d'enquête, M. Collignon, allait au Dolo. Il dit pas qu'il faisait mal, hein. Alors, il faut quand même qu'on m'explique. Quand vous êtes juge d'instruction et que vous demandez à des policiers, moi j'ai travaillé pour des magistrats, si on me demande 10 choses et que je n'en fais que 9, il va me refaire un rappel, tiens, est-ce cas-là? Ici, on ne parle pas de Dolo dans l'enquête, on ne fait pas d'enquête, mais après, il y a un procureur qui a le dossier. Il y a des punks qui sont arrêtés. Ça l'arrangeait bien, M. Clout, qui a été condamné, qui a été 39 mois en prison, et qui l'État belge a été condamné à lui payer je ne sais pas combien, il n'avait jamais gagné autant de sa vie. Sur le PV de la saisie de la cassette, c'est à charge de M. Clout, hein. Fini. Ils se disent, on s'en fout du reste, Ça tombe bien, on a les punks. Et ça arrange bien M. Van Espen, hein. Je ne sais pas. Écoutez, je m'excuse, M. Van Espen, mais je ne sais pas le comprendre autrement. Puisque vous m'accusez d'avoir mal travaillé, et quand Mme Dieudonné, première substitut au parquet de Bruxelles,
responsable de la discipline, répond à notre avocat 26 mois après notre écartement qu'elle ne sait toujours pas se prononcer sur notre façon de travailler dans le dossier de la champignonnière. Mais c'est qu'il n'y a rien, puisque vous-même, vous n'avez même pas été capable de donner des noms. Monsieur Van Espen, dites-le franchement, un jour, maintenant, vous êtes pensionné, dites-le quand même qu'il fallait protéger quelqu'un, dites-le, je vous en prie, mais mettez un terme à cette affaire. Vous avez trompé tout le monde, vous avez été malhonnête, monsieur Van Espen, alors peut-être maintenant, un dernier remords. Parce que bon, on approche tous de notre fin de vie. Alors, faites votre acte de conscience, si on peut dire, et dites un petit peu pourquoi vous nous avez empêché de travailler. Oui, alors Monsieur Bill, pour terminer, pourquoi vous avez voulu écrire cet ouvrage? Est-ce que vous êtes encore en lien aussi avec les parents des victimes? Et quelque part aussi, cet ouvrage permet aussi de laver votre honneur? Régulièrement, je vois les parents des victimes dire leur déception face aux enquêtes. Bon, ils se demandaient ce qui se passait derrière ces enquêtes. Ils savent beaucoup de choses, mais ils ne savent peut-être pas tout. Ils ne savent pas comment on bloque les enquêtes, comment des gendarmes ont bloqué les enquêtes. Donc, notre honneur, bon, c'est secondaire par rapport aux victimes, aux enfants. Mais bon, la gendarmerie n'a jamais voulu faire le moindre démenti, la magistrature non plus, que du contraire, c'était nous charger, même en nous accusant d'avoir fait des enquêtes qu'on n'était même pas mêlés. Et donc, c'était pour laver l'honneur, et pour qu'il y ait une trace plus tard, peut-être pour les historiens, comme le écrit M. Bourlet dans sa préface, que je remercie. Donc, je remercie surtout M. Geluc, M. Bourlet, le Major Terling et Michel Collomb pour m'avoir permis de faire ce livre, que j'invite beaucoup de gens à lire pour comprendre un petit peu les saletés qu'il peut y avoir dans la justice, et que vous soyez puissant ou misérable. Ici, ben, la balance, elle est surtout du côté des gros bonnets. Et pour les petits, il n'y a pas de justice. C'est une honte. Merci, monsieur Bill.